Ce cours est destiné à montrer à quel point les deux jumeaux, Esav et Yarakov, étaient différents. Et nous allons, dans ce cours, poser 5 questions relatives à Esav et Yarakov. Après que Yitzhak et Rivka aient prié pour avoir des enfants, l'Éternel exauce cette prière et Rivka est enceinte de deux jumeaux. Et le texte dit Vayitrotsetsu abanim bekirba. Les enfants, les deux enfants, s'entrepoussaient dans son ventre. L'un, Esav, était attiré par l'impiété, le matérialisme, et l'autre, Yarakov, était attiré vers l'intégrité et les valeurs spirituelles. Rashi, à propos de ce verset, dit que chaque fois que Rivka passait devant une maison d'études, la maison d'études de Shem et de Réver, Yarakov, qui était déjà à l'état embryonnaire attiré par les valeurs spirituelles, courait entre guillemets et entrepoussait son frère pour sortir. Et inversement, lorsque Rivka passait vers une maison d'idolâtrie, c'est Esav qui courait, entrepoussait son frère pour sortir. Cette tendance, déjà à l'état embryonnaire, s'est poursuivie lorsque ces deux jumeaux ont grandi. En effet, le texte dit Vayehi Esav ish yoderat saïd, il fut que Esav était un homme expert dans la chasse, et Ish Sadé est un homme des champs. Par contre, à propos de Yarakov, une fois qu'il a grandi, le texte dit Veyarakov Ishtam Yoshev Oalim, c'est-à-dire qu'Yarakov était un homme intègre qui habitait, qui résidait dans les tentes de l'étude. Ainsi, les tendances, les tempéraments qui sont déjà à l'état embryonnaire se poursuivent lorsque les enfants sont adolescents et même adultes, et ces tendances-là les poursuivent toute la vie. Première question. Quel enseignement peut-on déduire du verset cité sur la façon d'éduquer les enfants? À partir du moment où les parents analysent leurs enfants à un âge donné et constatent telle qualité, tel défaut, telle tendance, la bonne éducation consiste à ne pas imposer à l'enfant des choses qui ne lui correspondent pas. La bonne éducation, c'est alpi darko. Les parents doivent les aider, les guider, mais dans la voie qui est celle naturelle des enfants. Et, et par contre, chaque fois que les parents veulent
que leur enfant soit ce qu'il n'est pas, ou que leur enfant soit ce que eux veulent, sans tenir compte du derrière, de la voix même de l'enfant, souvent cette éducation va à l'échec. Ainsi, le rôle des parents est de bien comprendre que les tendances naturelles, les motivations, la volonté d'un enfant sont celles-mêmes qu'il a depuis l'état embryonnaire et qu'il poursuit à l'état adolescent, et les parents doivent en tenir compte et ne rien imposer et ne pas vouloir supprimer telle ou telle aptitude. Ça serait contraire au principe fondamental d'éducation, toujours Alpi d'Arco. Deuxième question. Nous allons voir comment la vente du droit d'aînesse effectuée par Esav pour un plat de lentilles va révéler le contraste qui existe entre Esav et Yarakov. En effet, à l'âge de 175 ans, Abraham Avinu, le grand-père de Esav et de Yarakov, est décédé. Yarakov revient et pendant que Yarakov a préparé un plat de lentilles comme repas de deuil pour son grand-père. Les lentilles, comme d'ailleurs l'œuf, sont des systèmes fermés qui n'ont pas de bouche, entre guillemets, et donc ces deux aliments symbolisent le deuil, puisqu'un homme endeuillé est dans un état tel qu'il ne peut même pas parler. Donc, sa bouche est fermée. Et en fait, le repas de deuil a une signification interne, c'est-à-dire que lorsque les assistants voient l'endeuillé manger ce repas de deuil, eh bien, ils auront une tendance à faire teshuva, à se repentir. Ce serait une occasion pour eux, donc, d'intérioriser la symbolique de ce plat. Par contre, et ça c'était l'intention, bien sûr, de Yarakov en préparant ses plats. Par contre, Esav, en arrivant fatigué et avait faim, il a dit de façon un peu grossière à Yarakov, fais-moi avaler de ce rouge, Adam, de ce rouge une deuxième fois, et le texte dit c'est pourquoi les descendants de Esav vont s'appeler Édom. C'est quand même étonnant que la nation d'Esav, Édom, porte le nom de la couleur des lentilles que Esav a réclamé et qu'il a échangé pour le droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'on apprend de l'attitude de Esav? C'est que dans ce plat de lentilles, au lieu d'y voir la signification interne qu'on a expliquée il y a quelques instants, il n'y a vu que l'extériorité, la couleur rouge de ces lentilles, montrant par là que dans son tempérament, dans ses motivations, Esav s'attache à l'extériorité. Et d'ailleurs, si son nom c'est Édom, justement, c'est que
il n'a vu que le côté extérieur et aussi le côté matériel, puisqu'il veut manger ses lentilles, et, et donc il est attiré par la matérialité, puisque le plat de lentilles est un plat très matérialiste. Et voilà donc comment on voit déjà un contraste entre Yarakov, qui voit dans les lentilles euh, un côté d'intériorité, pnimi, alors que Esav ne voit que le côté extérieur, chitsoni. Et ça revient donc de façon plus générale à ce que Yarakov, lorsqu'il a une notion à étudier, il va en profondeur, tandis que Esav, dans sa nature, s'arrête au superficiel, à ce qui est extériorisé. On peut dire également que dans ce contraste, Esav s'intéresse au tafel, à l'aspect secondaire, alors que Yarakov s'attache à l'aspect fondamental qu'on appelle le harikar. En fait, tout ça vient du fait que Esav est attiré par la matière et par le rolamazé, par ce monde-ci, qui est un monde vu tel que on peut le lire sous l'extériorité, mais Yarakov, lui, est attaché à l'esprit et non à la matière. Et à cause de cette différence, de ce contraste entre les deux frères, on arrive à ce que Esav s'attache aux moyens et Yarakov s'attache au but. On peut donner l'exemple d'un fruit où Esav s'attache à l'extériorité, donc à l'écorce du fruit, alors que pour Yarakov, l'écorce, à travers l'écorce, il va chercher à déceler le fruit, qui est l'intériorité. Ainsi, cette vente du droit d'aînesse par les lentilles a révélé la tendance des saves à tout ce qui est extérieur, superficiel, secondaire, et la tendance de Yarakov inverse tout ce qui est intériorité, profondeur, essentiel. Nous allons donner un autre exemple. Lorsque, toujours dans cette deuxième question, lorsque Esav a demandé à son père, Père, comment dois-je faire la dîme de la paille? Il savait très bien que la dîme ne se fait que sur les graines céréalières. On doit donner un pourcentage des céréales, tout agriculteur. Il n'y a aucune dîme à donner sur la paille. Mais il voulait montrer à son père qu'il appliquait avec beaucoup de minutie les mitzvot au point de faire même mieux que ce qu'on lui demande. Et en posant cette question à son père, Rashi, c'est Rashi qui a donné l'exemple de la paille, voulait justifier l'expression « il était expert en chasse ». La chasse, c'est la tromperie. Donc, à travers ce qu'il disait à son père, il cherchait à tromper son père en se faisant passer pour ce qu'il n'était pas. Ça, c'est encore un tempérament de Esav, contrairement à Yarakov, qu'on appelle Ish Emet, et qui avait des attitudes conformes à ce qu'il est réellement.
c'est le émet, c'est la vérité. Et là, il faut signaler à propos de cet exemple de la paille, il faut signaler que la paille, c'est justement quoi? C'est les enveloppes extérieures des céréales qui se retirent facilement. On enlève facilement la paille des céréales. Autrement dit, là encore, même dans la halakha où il a voulu se faire passer pour un grand sadique, on voit qu'il a utilisé la paille qui est quelque chose d'extérieur aux céréales. Dans une récolte, évidemment, la paille, c'est le secondaire, c'est le tafel, donc le secondaire, c'est ce qui est chitsoni, c'est ce qui est extérieur. Et on voit même dans l'exemple, il a manifesté cette tendance à rechercher l'extérieur et le secondaire. Troisième question. À partir du moment où on a compris que Esav est attiré par la matérialité, par ce monde-ci, le Rolamazé, et que Yarakov, son frère jumeau, est attiré par la spiritualité, et donc son but, c'est le Rolam Haba, c'est le monde à venir. Alors pourquoi les deux frères s'entrepoussaient-ils dans le ventre de Rivka? Que chacun, ayant choisi sa voie, qui n'est pas celle de l'autre, il ne devrait y avoir aucun conflit entre eux et aucun ne devait entrepousser l'autre, puisqu'ils ont des tempéraments différents. Pour répondre à cette question, il faut dire qu'en fait, bien que Yarakov privilégiait le monde futur dans tous ses comportements, il ne voulait pas renoncer à ce monde-ci, le Rolamazé. Et inversement, Esav, qui était très porté sur ce monde-ci, ne voulait pas renoncer à l'étiquette du monde futur. Je m'explique. Commençons par Esav. Esav, lui, il a voulu mettre un masque, par exemple devant son père, pour se présenter comme un sadique, comme dans l'exemple de la paille. Et pourquoi? Afin de couvrir ses tendances à la matérialité. Il était gêné devant son père Yitzhak, un grand sadique, d'apparaître comme un homme purement matérialiste. Donc, il voulait utiliser le côté spirituel, qu'on appelle le Rouhani, pour cacher ses tendances. Et donc, il avait besoin de l'outil spirituel pour mieux vivre le côté matérialiste qu'il désirait. De l'autre côté, Yarakov aussi tenait, son but était le monde futur, mais il tenait à ce monde-ci parce qu'il avait compris que ce Rolamazé est un tremplin pour accéder au monde d'en haut. Il voulait donc gérer le monde d'en bas pour mieux arriver au monde d'en haut. Donc en fait, les deux voulaient les deux mondes, mais pour des raisons très différentes, comme on vient d'expliquer, ce qui justifie que les enfants s'entrepoussaient pour se partager, pour que chacun voulait les deux mondes. Quatrième question. L'Éternel a donné deux enfants à Abraham, c'est-à-dire Ishmaël et Yitzhak, et a donné deux enfants à
à Yitzhak, c'est-à-dire Esav et Yaakov. Et comme on le sait, chacun de ces avot, de ces pères, ont souffert pour avoir eu un enfant dévoyé. Ishmaël chez Abraham et Esav chez Yitzhak. Donc la question, pourquoi Hachem a-t-il apporté cette souffrance à ces deux tzadikim, Abraham et Yitzhak, en leur donnant un enfant qui n'a pas suivi les voies de leur père tzadik? Pour répondre à cette question, il faut donner d'abord une parabole. Lorsqu'on a une récolte de blé ou de céréales plus généralement et qu'on veut en faire une bonne farine, il y a deux opérations de tri qui doivent s'effectuer. Première opération de tri, c'est la séparation entre la paille et les graines céréalières. C'est une séparation assez facile et elle correspond à la séparation entre Yitzhak et Ishmaël. C'est une séparation facile parce qu'elle correspond à un même père, mais à deux mères différentes. Le deuxième tri pour avoir une bonne farine, c'est que après avoir supprimé la paille, les graines sont moulues, mais comme ces graines avaient une écorce, alors après avoir moulu ces graines céréalières et ensuite tamisées afin d'extraire le son, qui est le déchet, il y a eu donc ici une deuxième séparation pour obtenir une bonne farine. Eh bien, c'est pareil pour la formation du peuple juif à travers Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a eu un premier tri où on a séparé Yitzhak de Ishmaël, et ça correspond à la suppression de la paille. Il y a eu un deuxième tri, plus difficile, celui des deux jumeaux qui, par leur tendance naturelle, prenaient deux directions tout à fait opposées, contrastées. Et ça correspond aux céréales moulues puis tamisées. En effet, cette fois-ci, la séparation était plus difficile. Et la même chose, étant donné que ce sont deux jumeaux de même père et de même mère, donc cette séparation était bien sûr plus difficile. Et c'est comme ça qu'on explique pourquoi l'Éternel a donné deux enfants à chacun des Havot, dont l'un n'a pas suivi les voies du Père. Tout ça parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que le peuple d'Israël soit créé après purification, c'est-à-dire après une phase de Tahara et de Kedusha, de purification et de sainteté, pour qu'arrivé au troisième Av, Yaakov, qui va s'appeler Israël, il pourra ainsi créer un peuple qui est capable d'avoir déjà éliminé les parties qui empêchaient cette Tahara et cette Kedusha. Cinquième et dernière question. Esav et Yaakov auraient pu être aussi différents qu'ils le sont, apparemment, mais venant toujours du même père Yitzhak, de la même mère Rivka, et peut-être en deux accouchements différents, de deux frères qui naissent l'un après l'autre, mais pas des jumeaux. Pourquoi la Torah
a-t-elle choisi que le fait que Esav et Yarakov, avec ces deux tempéraments totalement opposés, viennent en tant que jumeaux? C'est la 5e question. Pour répondre à cette question, il faut savoir que dans ce monde, chaque création, chaque réalité est composée de Homer, le côté matériel, Homer, et la Tsura, que certains traduisent par le mot forme, mais qui est la partie abstraite, plus spirituelle. Dans chaque élément, il y a un côté qu'on appelle Homer, attaché donc au côté matériel et physique, et un côté spirituel qu'on appelle, ou abstrait, qu'on appelle Tsura. Or, le Homer et la Tsura sont intimement liés dans chaque élément, dans chaque création. Et pourtant, ils sont très opposés l'un de l'autre, puisque le Homer a une fonction matérielle et la Tsura une fonction spirituelle. Et on comprend maintenant pourquoi. Il fallait que Esav et Yarakov, qui ont deux natures totalement opposées, devaient venir non seulement du même père et de la même mère, mais en tant que jumeaux. C'est-à-dire que cette opposition entre les deux éléments, c'est-à-dire que Yarakov va être associé à la Tsura et Esav va être associé au Homer, qui ne peuvent pas être distincts l'un de l'autre. Ils sont opposés, mais toujours ensemble. Et cette opposition, dans une unité apparente dans le même ventre de la mère, va donner deux tendances totalement opposées, contrastées, et c'est comme ça qu'on explique la nécessité des jumeaux. Je vous remercie.